Bonjour à tous, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à une webconférence qui nous amène dans la province de l'Ontario et plus spécifiquement dans le centre sud-ouest de la province pour en connaître plus sur la vie en français dans le centre sud-ouest de l'Ontario. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente de migration à l'ambassade du Canada à Paris et je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Je vais dans quelques instants passer la parole à notre présentatrice. Je voulais simplement vous indiquer un peu la thématique et le déroulé de notre session aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une session sur les programmes d'immigration. Il ne sera pas donc question de déclaration d'intérêt, d'entrée express ou autre. C'est vraiment pour vous aider à mieux connaître les destinations possibles dans le centre sud-ouest de la province de l'Ontario, connaître ses communautés francophones, connaître les opportunités d'emploi et le contexte économique. Et donc, je vous invite, au fur et à mesure que les questions vous viennent à l'esprit, de les noter dans la partie Q et R, donc pas dans le chat ou le clavardage, mais bien dans la partie questions et réponses. On fera une sélection de questions à la fin de la présentation et j'inviterai les autres participants aujourd'hui à se joindre à nous pour répondre à toutes vos questions sur la vie en français au centre sud-ouest de l'Ontario. Donc, on va procéder de la façon suivante. On a une présentatrice qui est Loane Nguyen. Loane est agente de projet en promotion et marketing pour le réseau en immigration francophone du centre sud-ouest de l'Ontario. Pour la période de questions, elle sera rejointe par des collègues, donc Jean-Claude Ndenda, qui est agent de projet en charge de la région qui couvre Toronto, York, Peel et Simcoe. Vous verrez les cartes qui vont vous situer ces endroits-là dans la province de l'Ontario. Également rejointe par Hervé Langa. Il est travailleur en établissement au centre de santé communautaire qui est à Hamilton, qui couvre aussi la région du Niagara. Et puis, une collègue d'une autre organisation de la Société économique de l'Ontario, Stéphanie Côte-Noire, va nous rejoindre également. Elle est gestionnaire en employabilité en entrepreneuriat avec la CO, qui fait partie d'un grand réseau pan-canadien qui s'appelle le REDE Canada, le réseau de développement économique et d'employabilité. Donc, je vous invite à suivre cette présentation qui est très riche. J'ai eu l'occasion de la voir avant qu'on commence aujourd'hui. Donc, beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements qui vous aideront à imaginer votre mode de vie dans les différentes parties de la région qu'on va vous présenter, les opportunités d'emploi, des possibilités peut-être d'entrepreneuriat aussi, et avec l'occasion donc de poser vos questions dans la section Q&R. Donc, sans plus tarder, Loane, je vous passe la parole. Merci Louise. Bonjour à tous, bienvenue et merci Louise pour l'introduction. Comme Louise a mentionné, aujourd'hui mon objectif est de vous présenter les différentes possibilités de vie en français dans la région du centre sud-ouest de l'Ontario et j'espère que vous pourrez en connaître beaucoup plus et décider de venir vous installer ici. Donc, la première question, où se situe la région du centre sud-ouest de l'Ontario? L'Ontario, d'abord, est situé entre la province de Manitoba et le Québec. L'Ontario est une province très peuplée avec des particularités très différentes des autres provinces. C'est pourquoi ici, aujourd'hui, je vais vous parler uniquement du centre sud-ouest de l'Ontario, la région où se trouve la concentration de population et d'opportunités. Vous aurez d'autres chances avec mes collègues pour en connaître plus sur les autres régions de la province. À droite, vous avez une carte de la région du centre sud-ouest de l'Ontario. Elle est composée de plusieurs sous-régions. C'est ici se trouve Toronto, la capitale de la province. Pour vous donner une idée de distance entre les différentes villes dans le centre sud-ouest, de l'aéroport qui se trouve à Mississauga, dans la région de Peel, juste à côté de Toronto, l'aéroport international Pearson. Il vous faut environ 3h30 pour aller à Windsor, qui se situe dans l'extrémité sud de la région. 2 heures pour aller à London et 2h40 pour aller à Sarnia. Pour les autres régions autour, comme Hamilton, Niagara ou la région de Durham,
il vous faut compter environ 1 heure de conduite. Donc, comme j'ai dit, le centre sud-ouest est composé de plusieurs régions. Toutes sont très dynamiques et offrent des possibilités de vie différentes. Les villes dans la région sont très développées par rapport à d'autres provinces au niveau de la population, d'opportunités d'emploi et de cadre de vie. La population est plus concentrée sur le côté du lac Ontario, où se trouvent Toronto, la région de Peel, Hamilton et Niagara. Toronto est bien sûr la ville la plus peuplée et aussi très condensée au niveau de la population. La région de Peel et de Durham, où vous avez les villes comme Brampton, Mississauga, Oakville, Burlington, Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa, tous font partie du rang Toronto que ici en anglais ils appellent souvent le GTA, le rang Toronto. Si vous décidez de commencer votre vie ici, sachez-vous que la population de Toronto est presque 4 fois en plus de Hamilton, une ville de taille moyenne, et la densité est presque 8 fois plus que Hamilton. Et dans le sud de la région où vous avez London, Windsor et Sarnia, la densité est un peu plus basse comparée à la densité des autres grandes villes. Concernant les communautés francophones, sont très dynamiques et aussi c'est facile de trouver plusieurs communautés francophones dans les différentes régions. Ici, vous avez les chiffres concernant la population francophone dans plusieurs villes, mais aussi vous pouvez également retrouver les communautés francophones dans d'autres régions où les chiffres ne figurent pas ici, comme la région de Kitchener-Waterloo, Simcoe, où il y a la ville de Barrie, ou la région de York. Et en 2019, la ville de Hamilton a été choisie comme la communauté francophone accueillante du centre sud-ouest. Je vais vous partager plus de détails sur cette communauté francophone accueillante de la région dans les prochains diapos. Quelques informations générales sur la température et le climat du centre sud-ouest. La région est bien connue avec un climat continental humide modéré. En hiver, en janvier, le mois le plus froid, il fait en moyenne de -8 degrés Celsius à -1 degré Celsius. Et en été, en juillet, le mois, on va dire, le plus chaud, il va faire en moyenne de 17 degrés à 28 degrés Celsius. Avec plus de 250 000 lacs, rivières et voies navigables d'eau douce, bordant 4 des 5 grands lacs d'Amérique du Nord, les paysages de l'Ontario de façon générale et du centre sud-ouest en particulier sont façonnés par l'eau et se transforment de façon spectaculaire à l'arrivée de chaque saison. Concernant le logement, une idée pour vous donner la carte des prix du logement dans la région. Que pour la location ou l'achat, la région de Toronto, le GTA, où vous avez les villes comme Toronto, Burlington, Oakville, Etobicoke, Mississauga, constitue la région la plus chère par rapport à d'autres villes dans le centre sud-ouest. Par exemple, pour louer un appartement de 2 chambres à Toronto, il faut prévoir en moyenne 2849 $ par mois, alors que si vous décidez de venir dans les autres villes comme Hamilton, London ou Windsor, le prix en moyenne de location d'un appartement de 2 chambres est moins de 2000. Ou même Windsor, c'est là où il y a où vous aurez le prix le moins cher, c'est 1590 $ pour un appartement de 2 chambres à louer. Concernant l'achat, la valeur moyenne des logements, c'est à peu près la même situation. Dans la région de Toronto, la GTA, le prix est le plus cher. Une réalité ici dans la région et aussi moi, je pense que c'est du Canada aussi. Le marché immobilier, c'est le marché de vendeurs. Et
Ça, c'est dû à plusieurs raisons, comme l'évolution des modes de vie, l'immigration, les investissements, etc. Mais le gouvernement du Canada met en place plusieurs stratégies afin de répondre à cette question de logement, parmi lesquelles l'augmentation du taux d'intérêt depuis le début de cette année. Concernant l'achat, par exemple, en 2021, la valeur moyenne d'un logement est 1,5 million de dollars canadiens à Warville. C'est la ville la plus chère. Pour les autres, si vous souhaitez acheter dans le GTA, vous trouverez le prix moyen d'1 million de dollars pour un logement. Des autres villes, autres que GTA, connaissent un prix plus abordable, tel que 500 000 à Barrie ou 780 000 à Hamilton. En ce qui concerne les déplacements, dans les grandes villes, évidemment, le transport en commun est plus développé que dans les villes moyennes ou petites. Les lignes de métro, que vous pouvez avoir un aperçu de la carte de métro Toronto à droite, les lignes de métro sont seulement disponibles dans la ville de Toronto. Le système Go Transit, ça c'est le premier système de transport interrégional du Canada et jusqu'à maintenant c'est le seul en Ontario créé pour relier Toronto aux régions environnantes comme le Grand Toronto, la région de Hamilton et Kitchener-Waterloo. Et dans les autres villes que Toronto, malgré l'existence assez condensée des bus, le meilleur moyen pour se déplacer est par voiture. En ce qui concerne l'emploi, ici, c'est les informations qui concernent plutôt toute la province. Le salaire horaire minimum de la province de l'Ontario est 15 $ et ça va augmenter jusqu'à 15,5 $ à partir du 1er octobre cette année. Une semaine de travail en moyenne, c'est 35 heures. Le revenu médian après impôt en Ontario en 2020, c'était 70 100 $. Le taux de chômage, ça se varie entre plusieurs villes et ça pourrait vous aider pour donner juste un aperçu. C'était le chiffre en avril 2022. Le centre, sur le plan économique, le centre sud-ouest de l'Ontario est la région la plus industrialisée du pays, avec la fabrication et l'assemblage automobile, le fer, l'acier, la nourriture, les appareils électriques, la machinerie ou les produits chimiques et même le papier. Et ici, et dans ce diapo et aussi dans le diapo suivant, vous aurez une liste non exhaustive des secteurs qui recrutent dans de différentes villes et régions du centre sud-ouest que je ne vais pas vous lire. Vous aurez cette version, ma présentation après, je crois. Vous trouverez également certains noms des employeurs qui recrutent de main-d'œuvre bilingue dans la région. À noter que le bilinguisme sont des atouts fortement demandés par les employeurs dans la région. Et aussi, le secteur tertiaire constitue un des secteurs phares en emploi, notamment les services financiers et bancaires, notamment dans la région de Toronto. Voilà. Et maintenant, pour vivre en français. Moi, je travaille au réseau en immigration francophone du Centre Sud-Ouest, qui est l'un des 13 réseaux en immigration francophone du Canada, ayant pour objectif de favoriser l'accueil, l'établissement et l'intégration réussie des immigrants francophones au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Et l'objectif du réseau est d'accroître la capacité d'accueil des communautés francophones. Et pour cela, nous travaillons avec plusieurs partenaires de la région, de la province, afin de les mobiliser et pour renforcer la collaboration. Et nous sommes financés par IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté du Canada. Avant de présenter en détail la vie en français dans la région, j'aimerais profiter de ce webinaire pour vous présenter un tout nouveau outil innovant dédié aux immigrants francophones qui souhaitent ou viennent de s'installer en Ontario. Donc, cette application mobile gratuite
s'agit d'une application gratuite pour les utilisateurs, financée par IRCC et donc avec les informations pertinentes et approuvées par IRCC pour faciliter votre recherche d'informations en immigration et aussi votre interaction si vous décidez de vous installer dans cette belle province. Donc, même si vous n'avez pas encore commencé votre démarche, l'application, vous pourrez trouver des informations utiles qui pourraient vous aider dans votre recherche des informations en immigration ou peu importe votre position sur le parcours, sur votre parcours d'intégration et d'immigration. Vous pouvez télécharger l'application en utilisant les QR codes qui se trouvent en haut à droite sur l'écran. L'application dispose de 4 fonctionnalités majeures, une liste de tâches à effectuer en fonction de votre place dans le parcours, des articles sur les thèmes variés avec les ressources pertinentes pour vous renseigner sur différents sujets en fonction de votre démarche d'immigration, une mise en favori de vos articles et une carte interactive des services francophones dans la région. Et pour le moment, les 2 dernières fonctionnalités sont disponibles uniquement sur Google Play. Nous étudions la possibilité d'améliorer la version sur App Store dans le futur. Et dans la région, vous pouvez trouver 3 conseils scolaires francophones pour l'éducation et aussi la recherche en petite enfance pour vos enfants, si vous en avez. On a le conseil scolaire Viamonde qui propose 41 écoles élémentaires et 15 écoles secondaires. Le conseil scolaire catholique Mon Avenir qui propose 46 écoles élémentaires et 11 écoles secondaires. Et le conseil scolaire catholique Providence qui dessert plutôt la région du sud-ouest de l'Ontario où il y a Windsor, Sarnia, London, propose 23 écoles élémentaires et 8 écoles secondaires. Il y a de nombreuses garderies francophones dans la région. Vous pouvez retrouver la liste des garderies dans l'onglet éducation de chaque région sur notre site web Vivre en français. Il y a aussi un collège francophone, c'est le collège Boréal qui est présent dans plusieurs villes de la région. L'université francophone, on en a une qui s'appelle Université de l'Ontario français. Mais on a aussi d'autres universités qui offrent des départements en français comme l'Université de McMaster à Hamilton, l'Université de Guelph ou l'Université de Glendon à Toronto. Pour s'occuper de la santé, certains centres de santé communautaires proposent des services de santé en français, comme Centre de santé communautaire Hamilton et Niagara. Il y a 2 sites, à Hamilton et aussi un à Gowland, à côté de Niagara. Centre de santé communautaire Taibou, le centre de santé communautaire de Peel, qui dessert la région, les villes comme Mississauga, Brampton, Burlington. Le Centre francophone du Grand Toronto propose une clinique médicale qui offre du service en français également. Une particularité de la province, on a d'autres acteurs clés dans le domaine de la santé qui travaillent fort pour améliorer les services de santé en français, à savoir les entités de planification des services de santé comme l'entité 1, 2, l'entité 3, l'entité 4, qui, eux, ont comme mandat de conseiller Santé Ontario et planifier les services de santé. Ils mettent en place des stratégies qui visent à améliorer l'accès aux services de santé en français, ainsi que l'accessibilité et l'intégration de ces services dans le système de santé local. On a aussi le réseau Franco-Santé du sud de l'Ontario. Activités culturelles. Certains événements sont à l'échelle provinciale ou nationale, comme la célébration du mois de l'histoire des Noirs en février chaque année, ou la journée du drapeau franco-ontarien le 25 septembre, la journée de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, et aussi toute la communauté francophone du pays célèbre aussi la semaine nationale de l'immigration francophone en novembre. On a aussi d'autres festivals francophones à l'échelle régionale, comme Francofest de Hamilton ou Francofoire de Kitchener-Waterloo et bien plus encore.
Pour les clients à l'extérieur du Canada, le service en établissement qu'on appelle service pré-départ, proposé par Connexion francophone. En Ontario, Connexion francophone coordonne avec Action interculturelle pour mieux vous servir en tant que client. Si vous arrivez à l'aéroport international Pearson de Toronto, vous trouverez aussi le service d'accueil et d'habillage proposé par le Centre francophone du Grand Toronto. En centre sud-ouest, pour plusieurs raisons, on trouve le plus nombre des fournisseurs de services en établissement. Et si vous êtes sur place, je vous invite à consulter également la page établissement.org pour avoir la réponse à la plupart de vos questions. Vous pouvez également consulter le lien sur réseausoutien.org, notre site web, où vous pouvez naviguer dans les pages de chaque région et vous pourrez avoir accès à la liste des différents services dans la région de votre choix. En ce qui concerne les services en employabilité et entrepreneuriat, on a des acteurs clés qui proposent de l'appui et du soutien en entrepreneuriat sous forme de formation ou d'événements de réseautage, comme la Société économique de l'Ontario. On a le plaisir d'avoir une représentante ici pour répondre à vos questions si vous en avez. Le Conseil de la coopération de l'Ontario ou le groupe 3737. On a également l'incubateur entrepreneuriat Hamilton qui s'appelle Élan F. Ce sont tous les organismes à but non lucratif. Les services proposés souvent sont gratuits ou les frais sont à titre indicatif, mais bien sûr, il serait toujours nécessaire de vérifier cette question en fonction des programmes. Pour les services en employabilité, il est facile de trouver un fournisseur de services en employabilité dans chaque région. À droite, vous aurez une illustration de l'onglet Emploi sur notre site web, la page Vivre en français dans la région de Hamilton pour faciliter votre recherche. Et en bas, j'ai mis ici les liens utiles de ces organismes pour que vous puissiez en lire plus sur eux. Donc, comme j'avais mentionné, la communauté francophone accueillante de Hamilton, c'était en 2009 que la ville a été choisie comme la communauté francophone accueillante du centre sud-ouest, on va dire, pour relever le défi dans le cadre du plan pour les langues officielles 2018-2023, c'est-à-dire une municipalité qui œuvre à l'accueil et à l'intégration réussie des immigrants francophones qui décident de s'installer dans la région. Hamilton, c'est une ville de taille moyenne située à l'extrémité ouest de la péninsule du Niagara et entoure la partie la plus à l'ouest du lac de l'Ontario. La ville se trouve au centre géographique du Golden Horseshoe, à moins d'1 heure de la ville de Toronto et 45 minutes des chutes du Niagara. On se demande pourquoi Hamilton a été choisi. C'est en raison de la présence d'immigrants francophones, la disponibilité des services francophones, la volonté de la communauté à être impliquée dans le projet, et c'est une communauté à échelle locale. Donc, j'espère à travers ces petites raisons, vous pourrez comprendre un peu mieux sur la ville et ça pourrait peut-être vous aider dans votre décision d'immigration. Dans le cadre de ce projet, plusieurs initiatives ont été et seront mises en œuvre dans le cadre du plan d'action, dont notamment le projet incubateur Élan F que j'ai mentionné tout à l'heure, qu'il s'agit d'un projet d'entrepreneuriat qui permet aux nouveaux et aux nouvelles arrivants de bâtir leur propre entreprise. D'autres sont à venir et visant à apporter un support important en éducation, en santé, en culture, ainsi en emploi à tous les francophones. Pour faciliter votre recherche d'emploi dans la région de Hamilton, un répertoire des employeurs et entrepreneurs est mis à votre disposition avec un lien. Et pareil comme les autres diapos, vous aurez les liens utiles concernant la possibilité de vie en français à Hamilton. Donc, je vais terminer très bientôt ma présentation. Avant de terminer, j'aimerais faire un petit résumé. Donc,
3 raisons pour lesquelles vous allez aimer débuter et prolonger votre parcours d'immigration dans le centre sud-ouest. La première raison, les opportunités de travail dans différents secteurs, plusieurs choix de ville et de vie. Et puis, vous pouvez vous épanouir avec la diversité culturelle, mais à la fois, vous pouvez être à proximité de votre communauté francophone dans n'importe quelle ville de votre choix. Je termine ma présentation avec le dernier point sur le parcours d'intégration francophone en Ontario. On espère que vous pouvez reconnaître où vous êtes sur ce parcours. Vous êtes en phase découverte et information ou application et sélection, etc. L'objectif est de vous aider à identifier les ressources importantes qui pourraient vous aider tout au long du chemin. Ce parcours reflète aussi les étapes dans l'application Guide-moi que je vous ai partagé tout à l'heure. Donc, j'aimerais vous assurer que à n'importe quelle étape de votre parcours, vous aurez l'appui d'un nombre important des organismes communautaires pour vous accueillir et faciliter votre intégration à la fois culturelle, économique et sociale. Je vous remercie et je passe la parole à l'organisateur. Merci beaucoup, Loane. Beaucoup de choses effectivement à découvrir, beaucoup d'informations pour ceux qui sont à ce stade du parcours. Je trouve ce dernier diagramme très utile et un bon rappel que au fur et à mesure qu'on avance, il y a de plus en plus de services qui aident aussi avec la préparation. Donc, dès qu'une personne est acceptée pour le parcours, pour devenir résident permanent, très important de garder à l'esprit que les services pré-arrivés sont là et jusqu'à votre arrivée au Canada, jusqu'au moment où vous deviendrez nos concitoyens canadiens. On va passer maintenant, après cette présentation, à la prochaine étape de notre session aujourd'hui. Donc, j'invite tous nos intervenants à allumer leur caméra. Donc, c'est Loane qui a fait cette présentation. Elle est rejointe maintenant par Jean-Claude et Hervé qui travaillent également dans le réseau en immigration francophone du Centre Sud-Ouest. Autre membre du réseau, c'est la Société économique de l'Ontario, représentée aujourd'hui par Stéphanie. Donc, on va prendre les questions, une sélection des questions qui ont été posées dans la section Q et R. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont de nouvelles questions qui vous viennent à l'esprit, s'il vous plaît, ne les mettez pas dans la section clavardage, on ne les verra pas dans le chat, mais plutôt vraiment dans la question partie Q et R, questions et réponses. Donc, pour nos intervenants, je vois qu'il y a plusieurs thématiques qui se dégagent. Une thématique, je pense, pour les familles qui songent à s'installer dans le centre sud-ouest de l'Ontario. Une première question concernant la garde d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du coût pour les garderies? Jean-Claude, est-ce que tu veux répondre à cette question? OK, merci Loane. Concernant les garderies, il faut dire que dans tous les centres sud-ouest, nous avons des garderies, que ce soit des garderies au sein des écoles ou des garderies familiales. Et actuellement, le gouvernement du Canada avait soumis une loi qui demandait à ce que les garderies au niveau des provinces anglophones, en Ontario notamment, passe à 10 $, disons à 10 $ la journée. Donc, on espère que ça va, disons, prendre effet, si je me souviens bien. Mais il faut dire qu'il y a les garderies et les familles qui viennent pourront intégrer leurs enfants dans les garderies. Merci. Une autre question liée à l'éducation. Il y a Hervé qui va compléter. Ah, pardon. Ouais, j'allais juste compléter par rapport au prix de garderie. Je m'excuse de vous interrompre. Comme Jean-Claude l'a dit, il y a le gouvernement qui essaie d'intervenir pour appliquer la garderie à 10 $. Mais présentement, si vous voulez savoir le prix,
ça tourne autour de 600-700 $ par enfant. Mais il y a des programmes comme par exemple dans la ville de Hamilton où je me trouve, vous pouvez appliquer par rapport à votre revenu pour un programme de subvention et la ville peut vous aider à payer la garderie et ce qui pourra vous permettre à payer un peu une petite portion du montant qui est exigé pour avoir vos enfants à la garderie. Et puis pour ça, on pourra mieux vous orienter vers les sources qu'il faut pour faire cette application de subvention. Merci. Très utile comme complément d'information. Vous l'aurez peut-être compris aussi, si vous êtes dans le domaine de la petite enfance, il y a de bonnes opportunités pour travailler dans les garderies existantes et il y a des programmes d'entrepreneuriat pour ceux qui veulent à plus long terme peut-être monter leur propre garderie. Concernant les écoles, donc pour les enfants à partir de 4 ans, euh, on a mentionné donc qu'il y a des écoles catholiques qui sont gratuites, qui sont subventionnées. Est-ce qu'il faut être catholique pour fréquenter une école catholique? Ok, je me lance pour cette question. Concernant les écoles catholiques, il faut ou il faudrait que l'enfant soit catholique. C'est-à-dire, il faudrait que soit l'un des parents soit catholique ou bien il faudrait que l'enfant soit catholique pour pouvoir intégrer ces écoles. Mais ça, c'est au niveau élémentaire. Mais par contre, cette exigence ne s'applique pas lorsqu'on est au secondaire, c'est-à-dire à partir de la 9e année. Merci. Question concernant le coût de la vie, le logement. Donc, on a vu qu'il y a des prix, par exemple, moyens de 700 000 $ pour l'achat d'une maison. Est-ce que, donc, Yacine demande, est-ce que c'est considéré comme un prix raisonnable pour un logement au Canada? Et quel serait le salaire convenable pour pouvoir posséder une maison dans les premières années d'établissement, les premières années après l'arrivée au Canada? Est-ce que Stéphanie, tu pourrais venir? Oui, merci, Loane. Merci, Louise. Et pour répondre à ta question, Yacine, à votre question, il y a des régions au Canada où le coût de la vie est le plus élevé. On pense, par exemple, à Vancouver, à Toronto. Donc, le coût de la vie, là, le coût du logement que Loane vous a présenté, c'est vraiment par rapport à la région du centre-sud-ouest. Si, par exemple, on monte un petit peu plus au nord, dans la région de Sudbury, moi, je suis à 4 heures au nord de Toronto, on est plutôt à 1000, 1200 là, pour un appartement 2 chambres et autour de 300 000 au niveau de l'achat de la maison. Donc, c'est vraiment comme en fonction des régions et c'est important que vous participez à des sessions comme celle-là pour pouvoir avoir une idée là, de la disparité, de la différence qu'il y a dans les régions en Ontario notamment. Et bien sûr, là, le salaire annuel va sensiblement être le même en fonction des postes. J'ai toujours comparé des pommes avec des pommes, là, mais de tenir compte que le salaire moyen va avoir un important impact là, sur le coût que vous avez à payer pour vous loger ou dans ce cas-ci, vous loger, ouais. Je vais compléter ce que Stéphanie vient de dire. Au niveau du centre-sud-ouest, nous avons beaucoup de villes et le coût des loyers ou l'achat des logements varie, comme Loane l'a dit. Quand nous sommes à Toronto, les prix sont beaucoup plus élevés. Si nous prenons ce qu'on appelle ici une townhouse, qui sont des maisons en bande, pour les 3 chambres, euh, à Toronto, on est facilement près du million de dollars. Mais par contre, lorsqu'on va à Windsor, qui est environ à 300 km de Toronto, on peut avoir cette maison à autour de 500 000 $. Et pour acquérir ces maisons, bien sûr, il y a des conditions. Soit vous avez des ressources au pays que vous faites venir au Canada pour acheter votre maison, c'est-à-dire vous demandez un prêt, mais évidemment, la banque a des exigences. La banque va demander à ce que vous ayez un emploi et que vous ayez un historique de crédit et la banque va regarder votre capacité financière, c'est-à-dire le salaire de monsieur et de madame. Et c'est en fonction de ça que la banque va pouvoir évaluer quel est le niveau de prêt qui peut être octroyé.
Maintenant, si dans votre pays, vous avez assez de ressources, vous avez plus de 500 000 ou bien 1 million de dollars que vous rapatriez pour payer, là, c'est un autre cas. Mais pour ceux qui travaillent, la banque va regarder votre revenu et le revenu que vous avez sera multiplié, je crois, par 5 pour déterminer à peu près combien la banque va vous octroyer comme prêt. Et bien sûr, vous irez faire un dépôt également. Un dépôt, c'est qu'on appelle initialement apport initial. J'espère que ça répond à la question. Merci. Donc, avant d'accéder à la propriété, une question concernant la location ou plus précisément la colocation. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup? Peut-être moins pour les familles, on s'entend, mais quelqu'un qui arrive nouvellement, est-ce que la colocation peut être une bonne formule? J'y vais toujours. Ah, merci. Oui, il existe surtout pour les personnes qui sont seules, il y a certains qui proposent leur chambre à louer. Il y a des personnes qui proposent les chambres à louer ou bien les sous-sols, c'est ce qu'on appelle communément le basement ici. Ils proposent les sous-sols où ils aménagent bien, il peut y avoir une ou deux chambres et ils proposent en location. Ce qui sont des options aussi en termes de coûts pour les nouveaux arrivants. Je peux compléter? Oui. Oui, j'allais juste aussi ajouter pour une personne seule, il y a des gens qui, surtout à Hamilton où je me trouve, il y a des gens qui ont 2 maisons et qui font louer de chambres à différentes personnes. Donc, vous pouvez facilement trouver une chambre à louer à peu près 500, 600 dollars. Je parle de Hamilton. Mais vous aurez à partager les espaces communs avec des gens que vous ne connaissez pas. Donc, je préfère toujours dire ça aux gens pour ne pas être surpris quand vous arrivez. Donc, vous allez peut-être avoir une maison, vous avez votre propre chambre, mais vous aurez à partager la cuisine, probablement la salle de bain avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est la situation actuelle. Mais la majorité de gens qui habitent dedans sont de personnes qui sont quand même, si vous avez de la chance, le propriétaire s'assure toujours de trouver des personnes qui sont quand même assez propres hygiéniquement pour ne pas avoir trop de problèmes. Mais pour une personne seule, c'est assez facile de trouver une chambre à louer. Malheureusement, vous aurez à partager les espaces communs avec les autres. À cela aussi, il faut ajouter que certains propriétaires peuvent imposer des exigences en termes de visite, en termes de parking pour la voiture. Et là, ça varie en fonction des propriétaires. D'autres sont plus souples, d'autres sont plus exigeants. Donc, un bon rappel de poser toutes les questions à l'avance pour qu'il n'y ait pas de surprise, qu'on s'entende Oui, bien avec son propriétaire, ses colocataires. On va ouais, c'est passer ça. plutôt à la thématique de l'emploi maintenant. Donc, plusieurs questions, bien sûr, qui touchent à cette question clé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc les principaux sites, les meilleurs sites pour la recherche d'emploi à partir de l'étranger, quand on n'est pas déjà au Canada? Donc, je peux peut-être y aller. Donc, la meilleure des actions à faire en ce sens serait vraiment de vous connecter avec des acteurs locaux. Vous avez aujourd'hui là, autour de la table plein de personnes qui sont connectées directement au marché du travail local afin que ces derniers puissent vous pister sur les sites d'emploi local afin de s'éloigner un petit peu du Indeed classique où est-ce qu'on a beaucoup d'offres d'emploi qui ne sont pas toujours d'actualité. Donc, d'aller vous connecter, par exemple, le Loan a nommé plusieurs employeurs. Les conseils scolaires sont des gros employeurs aussi là, pour des personnes francophones ou bilingues. Donc, d'aller vraiment travailler avec les sites locaux et contacter la Société économique de l'Ontario ou encore le CCO ou le groupe 3737 ou encore le réseau de l'immigration francophone pour qu'ils puissent vous orienter vers les sites locaux de recherche d'emploi pour éviter là, les grandes plateformes là, en ce sens. Je mets dans le chat deux liens de compagnies qui embauchent des professionnels bilingues. Donc, si vous allez sur ces sites, vous pouvez trouver des compagnies qui sont intéressées à embaucher à l'extérieur du Canada. C'est une ressource que un de mes collaborateurs en employabilité m'a partagé. Donc, je mets dans le chat. Peut-être, j'espère que ça pourra vous aider.
Et puis, j'aimerais ajouter à ce que Stéphanie venait de dire, c'est vraiment d'aller vers les recruteurs régionaux, de suivre leur site web pour connaître les offres d'emploi actuelles. C'est bien mis à jour. Et puis, il y a des programmes d'immigration que je pense que ce sera Louise qui va vous présenter plus précisément pour les francophones qui que vous pouvez utiliser pour faciliter votre départ, votre départ au Canada. Si vous pouvez trouver un emploi hors du Canada. Oui, je vais rebondir là-dessus. Merci, Loane. Il y a effectivement des programmes qui facilitent l'obtention d'un permis de travail si vous êtes francophone et que vous avez un poste qualifié ailleurs que dans la province du Québec. Donc, tout à fait dans le centre sud-ouest de l'Ontario, vous seriez éligible. Ça peut être une bonne carte de visite si vous êtes en communication avec un employeur qui hésite parce que vous n'êtes pas déjà au Canada. Donc, je pense au volet mobilité francophone en particulier. Et vous aurez des renseignements. Vous allez recevoir dans les prochains jours un petit message de suivi de notre part avec une copie de la présentation et un guide d'information. Donc, là-dedans, vous trouverez tous les renseignements sur le volet mobilité francophone. Pour les jeunes qui sont ressortissants de France, de Belgique, de Suisse, vous avez aussi des accords bilatéraux entre le Canada et certains pays. Donc, ça vous donne d'autres occasions d'obtenir plus facilement un permis de travail. Donc, toujours bien de présenter cette information aux employeurs pour les rassurer que ça ne sera pas tellement compliqué de vous embaucher. De façon générale, même si vous avez des renseignements directement des employeurs ou des intervenants, nous, on suggère toujours aussi de vérifier le site Guichet Emploi. C'est le portail de l'emploi du gouvernement du Canada. Donc, il y a un certain nombre d'offres d'emploi, mais surtout de l'information sur les professions, sur les carrières, avec entre autres les salaires, le salaire médian, par exemple, pour telle ville, telle profession. Ça vous donne une idée du salaire auquel vous pouvez prétendre et si ce qu'on vous offre est dans les normes. Et si vous êtes dans une profession réglementée, ça vous donne aussi des renseignements sur les conditions d'accès, comment faire pour obtenir l'accréditation auprès de l'ordre professionnel. On pense au domaine de la santé, de l'éducation, mais parfois aussi certains métiers comme les électriciens ou autres. Donc, une source très importante d'information aussi sur l'emploi. Question de quelqu'un qui fait une reconversion professionnelle, donc qui est en train de changer de métier ou de profession. Et sa question, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir une année d'expérience en France ou dans son pays de résidence d'abord, ou faire le saut vers la nouvelle profession une fois au Canada? Est-ce que les employeurs sont ouverts à donner la chance à quelqu'un de s'essayer dans un nouveau métier? Ou est-ce qu'il vaut mieux déjà avoir de l'expérience dans son pays de résidence avant de partir au Canada? Je peux peut-être y aller si vous êtes d'accord. La première question à se poser serait quelles sont les conditions pour exercer ce métier ou cette profession dans la province où vous allez arriver? Donc, c'est de vérifier un peu comme Louise l'a mentionné là, avec les outils, à savoir si votre métier est réglementé dans la province. Donc, ça va avoir une influence directe là, sur l'accès à ce poste ou à cette profession que vous voulez entreprendre. Donc, si on pense au secteur de l'ingénierie, au secteur de la santé, au secteur des métiers, on a souvent des accréditations locales qui sont exigées. Donc, dans ce cas-ci, vous pouvez bien évidemment aller chercher une expérience en France, mais vous devrez passer à travers le processus d'accréditation locale pour pouvoir exercer ici. Et pour terminer, c'est aussi de reconnaître qu'il y a une exigence au niveau de l'expérience canadienne qui va être importante ici. Donc, le plus rapidement, vous pouvez aller chercher un poste dans votre secteur d'activité ou encore dans le secteur d'emploi que vous recherchez pour aller rapidement là, vous reconnecter avec votre secteur d'emploi là, désiré dès que vous arrivez ou dans un poste connexe, bien sûr, pour aller acquérir cette fameuse expérience canadienne.
Merci. Question de Rabi, qui semble bien maîtriser l'anglais et le français et qui pose la question suivante. Quelle approche est à préconiser durant la recherche de l'emploi? Se présenter comme anglophone qui parle français ou francophone qui parle anglais? Donc, si on pense au centre-sud-ouest de l'Ontario, est-ce que vous avez des avis là-dessus? Ok, je me lance. Rabi, c'est une très bonne chose de maîtriser le français et l'anglais parce que les bilingues sont recherchés dans les centres sud-ouest et avoir l'anglais. Ensuite, le français, c'est vraiment une bonne valeur ajoutée et il ne serait pas difficile pour Rabi de décrocher un emploi dans le centre sud-ouest. Parce que par expérience, pour ceux que je connais qui maîtrisent les deux langues, comme Rabi, au Canada, ils n'ont pas mis beaucoup de temps pour avoir un emploi. Je dirais même moins de mois, parce qu'ils maîtrisent la langue, les deux langues. D'autres avis là-dessus? Bilingue, mais plutôt anglophone, plutôt francophone? Est-ce que ça dépend peut-être de l'entreprise, de l'employeur auquel on se présente? Oui, effectivement, pour compléter avec toi, Louis, ça serait de vraiment suivre la procédure d'application que recommande l'employeur. Donc, des employeurs qui vont demander une application en français, d'autres vont demander une application en anglais, mais le plus important, ça va être dans votre section sommaire, là, qui est la première section de votre CV. D'abord, ayez un CV adapté là, aux normes régionales, là, aux normes de l'Ontario. Vous allez voir que dans ce modèle de CV canadien-là qu'on utilise en Ontario, la première section du CV est un sommaire qui résume un peu votre profil professionnel, vos compétences personnelles, mais également la compétence linguistique et informatique. Donc, on va venir bien mettre dans le sommaire votre capacité de parler anglais, français ou d'autres langues, bien évidemment. Donc, en caractère gras pour bien mettre en lumière votre bilinguisme, là. Pendant qu'on est sur le sujet des CV, Stéphanie, est-ce qu'il y a d'autres points qui seraient importants à faire ressortir, peut-être par rapport aux CV tels qu'ils sont faits dans d'autres pays? Oui, merci. Effectivement, on a en Ontario un modèle de CV un peu classique là, pour faire application. Donc, on est vraiment sur un CV sur 2 pages avec généralement 4 sections. Donc, prénom, nom, adresse, bien sûr, un sommaire qui est environ 5 à 7 points avec les éléments que j'ai d'énumérer. On va ensuite entrer dans la section expérience professionnelle, donc où on va venir sélectionner les expériences professionnelles en lien avec le poste sur lequel on applique et on va également choisir l'information que l'on met afin que cette information soit le plus en lien avec le poste, afin que l'employeur puisse voir vraiment la corrélation entre votre profil et son poste. En page 2, on va souvent retrouver finalement la section implication bénévole, volontariat, implication caritative, qui sont un peu là, les autres compétences que vous avez eues en lien avec l'implication communautaire. Et finalement, la section éducation et formation. Donc, le défi, c'est de rentrer tout ça en 2 pages, de rester accessible en termes de contenu, attractif en termes de visuel. On va éviter tout ce qui est photos, informations personnelles telles que votre date de naissance, votre état matrimonial. Et l'important, c'est vraiment d'adapter votre CV à chacun des offres que vous répondez. Et pour ça, là, on vous invite vraiment à ne pas hésiter à nous contacter là, pour qu'on puisse là, vous envoyer des modèles pour vous inspirer un petit peu là, dans la préparation de votre CV et encore une fois de votre lettre de présentation. Donc, c'est 80 des candidatures qui sont envoyées qui ne sont pas retenues juste à cause du modèle du CV. Donc, ça, c'est vraiment un outil très important que vous pouvez dès aujourd'hui commencer à préparer en vue de votre recherche d'emploi lorsque vous serez en sol canadien. Est-ce que les autres intervenants auraient des choses à ajouter sur le CV, peut-être sur les candidatures spontanées? Est-ce qu'il y a des éléments en particulier à mettre de l'avant dans les quelques secondes d'attention souvent qu'on a de la part d'un employeur? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Moi, j'allais juste un peu parler je parle plus de Hamilton parce que je suis à Hamilton. C'est juste comme, j'oublie le nom de ma collègue qui vient de parler tout à l'heure, je m'excuse. Ça sera mieux, vous pouvez préparer votre CV comme elle a expliqué,
Mais par exemple, à Hamilton, on a parlé, je crois qu'on a parlé du Collège Boréal au début, qui est un collège francophone dans l'Ontario, mais ils ont des programmes où ils ont un département à Hamilton qu'ils appellent Option Emploi. Donc souvent, on réfère nos clients là-bas et ils vont vous aider à bien préparer votre CV pour ne pas commettre des erreurs qui vont peut-être vous faire perdre l'espoir d'obtenir ce poste. Donc, ça sera peut-être d'aller vers une boîte ou un organisme qui peut mieux vous préparer à faire votre CV, à vérifier votre CV, et ensuite, ils pourront même faire ce qu'on appelle comme mock interview, vous aider à vous préparer pour les entrevues pour obtenir le poste. Donc, c'est ça que j'allais ajouter. Donc, effectivement, beaucoup de services sur place. Pour ceux qui ne sont pas déjà au Canada, je reviens au site Guichet Emploi. Il y a pas mal d'informations, des modèles de CV, donc au moins des éléments de base qui permettront de commencer un bon gabarit. Et puis aussi des notes pour la préparation des entretiens, parce que le style d'entretien peut être très différent d'un pays à un autre. Donc, ça donne une idée du type de questions qu'on peut avoir, le type de mise en situation qui sont souvent utilisées au cours des entrevues aussi. Ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que Hervé a dit, et qui fait aussi la beauté du centre sud-ouest, c'est que dans presque chaque région, nous avons des fournisseurs de services, nous avons des organismes d'établissement, d'employabilité qui accompagnent les nouveaux arrivants à préparer leur CV, à préparer les entretiens et à pouvoir aller postuler dans les emplois qu'ils souhaitent. Donc, on est assez bien servi dans le sens sud-ouest par rapport à ces organismes. Donc, une des questions qui est peut-être plus pour moi, vu ces opportunités, vu ces services, quelles sont les meilleures façons d'arriver au centre sud-ouest de l'Ontario pour immigrer ou obtenir un permis de travail? Comme j'ai expliqué au début, c'est pas notre thématique aujourd'hui, mais ça me permet de souligner des activités qui s'en viennent, activités en personne, mais aussi activités en ligne. Donc, plus tard aujourd'hui, la série de webconférences avec les provinces, les gouvernements provinciaux continue. On passe de l'Ontario plutôt à Terre-Neuve et Labrador pour cette webconférence aujourd'hui. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui êtes en France, à partir du 8 juin, on a une série d'activités. Le 8 juin à Lille, avec la présence de représentants du Nouveau-Brunswick. Et ensuite, nos journées Mobilité Canada. Ça sera le 11 juin à Lyon et le 12 juin à Toulouse, avec la province du Nouveau-Brunswick et aussi de la Nouvelle-Écosse. Mais ce que je voulais souligner dans le contexte de cette question sur les différentes façons de faire une demande pour arriver au Canada. Il y aura une série de conférences pendant les journées mobilité et elles seront rediffusées sur notre page Facebook. Donc, le samedi 11 juin à partir de 15h15, il y aura une conférence notamment sur tous les programmes d'immigration temporaire, les permis d'études, les permis de travail et une autre qui va se concentrer sur les programmes de résidence permanente, entre autres qui vous permettront de vous établir en Ontario et spécifiquement dans le centre sud-ouest de l'Ontario. Pour connaître toutes nos activités, je vous invite à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi vous abonner à notre infolettre mensuelle. Il y a des articles aussi par les réseaux en immigration francophone qui donnent encore plus d'informations sur les différentes parties du Canada, la vie en français et les services pour les nouveaux arrivants francophones. On revient aux questions de nos internautes aujourd'hui. Une question qui touche à nouveau à l'emploi. Est-ce que vous avez des conseils pour les métiers en technologie, comme data analyst par exemple? Est-ce qu'il y a des villes en particulier qui seraient plus indiquées pour commencer sa carrière? Comment trouver les opportunités dans les TI? Je crois que ce qui serait intéressant par rapport à ce secteur d'activité, c'est vraiment peut-être de faire un mapping des entreprises du secteur qui sont en plein recrutement, de suivre notamment, comme Loan l'a mentionné, les différents réseaux sociaux tels que Facebook, Indeed, où est-ce qu'on va vraiment
voir les entreprises qui vont recruter en ce sens, de donc faire une bonne cartographie des entreprises dans ce secteur d'activité en relation avec les différentes villes que Loan vous a présentées, afin de vous donner, oui, une idée sur les opportunités d'emploi, mais aussi de vous permettre de vous projeter dans le modèle de vie, en fait, que vous allez choisir en fonction des villes. Donc, il y a des opportunités d'emploi énormément dans ce secteur d'activité. Ça va être surtout de vous poser la question dans quelle ville vous voulez pratiquer en ce sens et donc de commencer avec un moteur de recherche aussi facile que Google, par exemple, avec les mots-clés comme technologie de l'information associée à une ville pour que le moteur de recherche puisse vous sortir les entreprises qui sont dans ce secteur-là et ensuite de venir magasiner votre entreprise dans la section emploi, dans la section information, contactez-nous, qui va en plus vous permettre de voir un peu des affichages de postes en ce sens, tout en étant connecté avec l'information de Loan sur le coût de la vie, le coût du logement, la question des garderies, comme Hervé l'a mentionné également. Ce que je voudrais dire par rapport aux data analysts, il faut dire que ce sont des métiers qui sont très en demande dans la région de Toronto et dans la région de Kitchener-Waterloo. Kitchener-Waterloo est, disons, à une cinquantaine de kilomètres de Toronto. Donc, ce sont des métiers très en demande. Et ceux qui ont ces spécialités dans ces régions, dans ces domaines, sont encouragés à venir dans ces deux régions parce que c'est véritablement en demande. Il y a des usines de pointe qui sont dans ces régions qui seront très heureux de vous embaucher. J'ajouterai la mention d'un site web spécialisé qui est mis en place par le Conseil des technologies de l'information et des communications du Canada, le CETIC. Ça s'appelle etalentcanada.ca et c'est organisé de façon géographique, donc on peut voir région ou ville par ville, mais aussi par thématique. Big data, par exemple, intelligence artificielle, les industries automatisées. Donc, c'est une autre façon d'explorer. Et pour d'autres secteurs comme le tourisme ou l'hôtellerie, il y a aussi des conseils sectoriels qui regroupent de l'information sur le marché du travail dans leur secteur. Donc, d'autres informations que vous trouverez avec une recherche sur Internet. Louise, en Oui. passant, tu avais parlé de tourisme. Il faut dire que la région de Niagara, c'est la région du choix du tourisme. Donc, tous ceux qui sont dans ce domaine du tourisme sont les bienvenus dans la région de Niagara. C'est là où nous trouvons Niagara Falls avec toute la belle région, les chutes et tout ça. Et il y a beaucoup d'hôtels qui recrutent à cause du tourisme qui est bien développé dans cette région. Bien sûr, il y a les vignobles, le vin. Industrie très développée et qui reprend maintenant que les frontières sont réouvertes après une période de pause qu'on a tous subie. Ça me permet de mentionner que début 2023, notre équipe avec des collègues d'un peu partout au monde, organisons 2 salons virtuels justement dans les domaines des technologies de l'information, ça sera en janvier, et sur l'hôtellerie, restauration, tourisme au mois de mars. Donc, encore une fois, une invitation à vous abonner à notre infolettre et suivre nos activités sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Nous arrivons à la fin de notre session. Il me reste à remercier tous les participants pour votre intérêt, pour vos très bonnes questions et aussi remercier Loan Guillen, qui était notre présentatrice, qui était rejointe par Jean-Claude, par Hervé, par Stéphanie, pour les réponses à ces questions sur la vie en français, l'économie, la vie dans le centre sud-ouest de l'Ontario. Merci à tous, bonne chance dans vos projets et à une prochaine fois.